mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est pour moi un honneur, un plaisir de me retrouver parmi vous dans cette belle salle de l'Académie roumaine pour vous entretenir d'un sujet qui est formulé d'une manière un peu impertinente. Existe-t-il un patrimoine constitutionnel européen? C'est une idée reçue, c'est une idée généralement admise qu'il y a entre tous les États qui forment aujourd'hui l'Europe quelque chose que l'on pourrait appeler un patrimoine constitutionnel commun, un patrimoine constitutionnel européen. C'est une idée qui est relativement nouvelle, puisqu'il faut attendre les événements de 1989 pour que cette idée prenne naissance dans les esprits, dans les organisations internationales, et pour qu'une institution comme le Conseil de l'Europe se préoccupe en 1996 d'organiser un séminaire sur le patrimoine constitutionnel européen. La notion de patrimoine est une notion du droit civil. Et je parle ici devant d'éminents collègues spécialistes du droit civil. C'est une notion de droit civil qui désigne, dans une définition très générale, un ensemble de biens et d'obligations appartenant à une même personne. Alors c'est de façon métaphorique que l'on peut parler d'un patrimoine constitutionnel européen, parce qu'en effet, s'il y a un patrimoine, plusieurs personnes en sont les titulaires. Ce seraient les États composant l'Europe qui seraient les titulaires de ce patrimoine commun. Il n'existe pas encore une personne juridique européenne capable d'être titulaire de ses droits, de ses obligations. Mais on sait aussi que la notion de patrimoine est utilisée, on l'a dit, dans le droit international pour évoquer la protection de certains biens matériels et immatériels qui ont une valeur éminente pour toute l'humanité. On parle alors d'un patrimoine commun de l'humanité pour désigner ces biens qui échappent en quelque sorte à une appropriation individuelle pour devenir le patrimoine d'un sujet de droit qui pourrait être l'humanité entière. Encore une métaphore, bien entendu, qui, du droit international, passerait au droit constitutionnel. Le patrimoine, c'est aussi un actif et un passif, si je me souviens bien des leçons de droit civil. Parler de patrimoine constitutionnel européen, c'est aussi évoquer le passif. Est-ce que ce passif ne pèse pas plus lourd que l'actif? Si nous jetons un coup d'œil en arrière, car le patrimoine c'est aussi un héritage, les coups d'État, les régimes de concentration du pouvoir, les régimes de partis uniques, les violations de la Constitution, les atteintes aux droits fondamentaux forment en Europe un passif considérable. Faut-il inclure ce passif dans notre définition du patrimoine constitutionnel commun? On le voit, le titre de cette communication est sans doute irrévérencieux, iconoclaste, un peu impertinent, car le patrimoine constitutionnel commun, quelle idée, est une idée qui fait son chemin, qui prospère, et qui aujourd'hui est un bon produit d'exportation pour le Conseil de l'Europe, pour l'Union européenne, qui considère qu'ils sont les défenseurs de ce patrimoine constitutionnel commun, et que celui-ci a vocation à être exporté dans toute la planète. Ce serait le rôle civilisateur de l'Europe que de contribuer au rayonnement de ce patrimoine constitutionnel commun. J'aimerais examiner cette question en 3 points. J'aimerais d'abord me demander s'il est possible vraiment de dégager un patrimoine constitutionnel commun en Europe. J'aimerais m'interroger ensuite sur les composantes de ce patrimoine et enfin
Est-ce que ce patrimoine est européen? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement occidental? Est-ce qu'il n'est pas au-delà, universel ou universalisable? Quelle serait la spécificité européenne de ce patrimoine? Premier point, l'improbabilité d'un patrimoine constitutionnel européen. Il me semble que trois considérations justifient la question de savoir si l'existence de ce patrimoine constitutionnel ne serait pas improbable. La première observation est tirée des histoires constitutionnelles de chacun de nos pays. Chacune de ces histoires, chacune de ces traditions constitutionnelles, chacune de ces cultures politiques est singulière, irréductible aux autres. Chaque pays a suivi sa propre trajectoire politique, a été confronté à ses particularismes, a connu ses propres difficultés. L'établissement d'un ordre constitutionnel ne s'est pas fait partout de la même manière, ni au même rythme. L'histoire politique de chaque État a forgé des identités constitutionnelles nationales différentes, entre lesquelles il semble improbable de découvrir un patrimoine commun. Ou alors, ce patrimoine se situe à un tel niveau de généralité qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. La deuxième observation est tirée du jeu des forces politiques. Bien sûr, la vie politique est déterminée par les règles de la Constitution, mais à côté de ces règles, il y a tous ceux qui interprètent ces règles, tous les acteurs politiques que constituent les partis politiques, les syndicats, les groupes de pression, la presse, les médias. Ces forces politiques ne figurent pas nécessairement dans le texte de la Constitution. Faut-il les inclure dans le patrimoine constitutionnel? Si on s'accorde en général pour réclamer l'idée d'un pluralisme des partis politiques, cet élément est tellement général qu'il ne nous aide pas beaucoup à configurer le patrimoine constitutionnel européen. Enfin, récemment, c'est la dernière observation, on rencontre dans le droit de l'Union, dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, des notions qui font apparaître justement que les identités constitutionnelles nationales sont aujourd'hui un élément important de la vie juridique politique du continent européen. Le droit de l'Union reconnaît les identités nationales. Il estime même que le droit de l'Union doit respecter les identités nationales. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît aux États partis à la Convention une marge d'appréciation en fonction de leur culture politique nationale. Les juridictions constitutionnelles européennes s'attachent à définir l'identité constitutionnelle de leur pays. Toutes ces manifestations montrent bien qu'aujourd'hui, ce sont les singularités de chaque droit constitutionnel national qui sont sur le devant de la scène. Ce sont autant d'obstacles ou autant de freins à l'émergence d'un patrimoine constitutionnel commun. Ce qui ressort de l'examen des constitutions des États européens, c'est plutôt la variété des solutions que la présence d'éléments communs. Variété des solutions quant à la place de Dieu et de l'Église. Si vous comparez la constitution irlandaise, la constitution grecque et la constitution française, la constitution irlandaise et grecque s'ouvre sur l'invocation de la divinité, la constitution française établit le principe de laïcité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun en ce sens entre ces constitutions? Variété quant à la forme du pouvoir politique. Nous avons des monarchies, nous avons des républiques. Est-ce qu'il y a un régime politique qui est plus européen que les autres? Variété quant à l'organisation des structures territoriales de l'État. Il y
y a des États fédéraux, il y a des États centralisés, il y a des États décentralisés, il y a des États régionaux, l'Italie, les États des communautés autonomes, l'Espagne, là aussi c'est la diversité, qui n'ont pas l'unité qui leur manque. Variété enfin, quant au régime politique. Bien sûr, on s'accorde pour dire que le régime politique prédominant en Europe, c'est le régime parlementaire. Mais que de différence entre les régimes parlementaires, où le chef de l'État est tenu au suffrage universel direct, et les autres, que de différence entre les formes de responsabilité de l'exécutif. Là aussi, on ne peut pas parler vraiment d'un patrimoine constitutionnel commun. Faut-il renoncer alors à établir ce patrimoine constitutionnel commun? Je ne le pense pas, et c'est pourquoi il faut s'attacher dans un deuxième temps à essayer d'identifier les composantes de ce patrimoine constitutionnel commun. C'est la Commission de Venise qui a réfléchi le plus vite et le plus tôt à l'existence de ce patrimoine constitutionnel, et elle a identifié autour de deux idées. Ce patrimoine, ce serait la démocratie constitutionnelle et ce serait le respect des droits fondamentaux dans le cadre de l'État de droit. Voilà les composantes de ce patrimoine constitutionnel commun. Je pense que ces mots définissent en quelque sorte la réunion entre le principe démocratique et le principe libéral. Le principe démocratique qui désigne l'ensemble des mécanismes assurant que l'origine du pouvoir correspond à la volonté de la population, dont les règles sont fixées dans un texte constitutionnel, démocratie constitutionnelle, tandis que le libéralisme vise l'ensemble des mécanismes qui entendent limiter le pouvoir, quelle que soit l'origine, même démocratique, de ce pouvoir. Ainsi, relève de ce patrimoine constitutionnel commun ces deux idées: la démocratie constitutionnelle, le respect des droits fondamentaux. On peut dire aussi que font partie de ce patrimoine les mots utilisés par le vocabulaire politique en usage dans les constitutions européennes. Les notions d'État, de constitution, de souveraineté, de pouvoir constituant, ces mots qui permettent la circulation des idées dans l'espace constitutionnel européen font, à mon sens, aussi partie du patrimoine constitutionnel européen. Sous-jacent à la démocratie et au libéralisme se trouve aussi l'idée d'une conception particulière de la nature humaine, une conception personnaliste, individualiste, selon laquelle, loin d'être soumis totalement à la collectivité dont il fait partie, l'individu dispose d'une liberté originelle, de droits propres que les institutions publiques doivent respecter. Bien sûr, chacun de ces éléments peut se décliner en plusieurs institutions. Le terme de démocratie recouvre le pluralisme politique, le respect des minorités, le suffrage universel, direct ou indirect, la liberté et la sincérité des élections, le caractère disputé des élections, la liberté d'expression, la liberté d'association, les différents visages de l'égalité, etc. Je ne vais pas décliner devant vous ni le principe démocratique, ni le principe libéral, mais j'aimerais me demander si d'autres règles que les règles écrites dans les constitutions ne pourraient pas figurer aussi au nom, au titre de ce patrimoine constitutionnel européen. Notamment, on peut me demander si les règles de morale sociale ne devraient pas trouver leur place dans le patrimoine constitutionnel européen. Ainsi, par exemple, 2 ministres allemands ont-ils démissionné lorsqu'ils ont été convaincus de plagiat pour leur thèse de doctorat. Le président de la République de Hongrie a lui aussi démissionné lorsqu'il a été convaincu de plagiat pour sa thèse de doctorat. S'agit-il là d'un principe qui fait partie du droit constitutionnel européen?
S'agit-il d'un principe opposable à tous les États? Je laisse à chacun de vous le soin de répondre à cette question. En tout cas, il ne suffit pas, je crois, de puiser dans les droits nationaux pour déterminer le contenu de ce patrimoine constitutionnel commun. Il y a aussi des sources internationales que vous connaissez, sur lesquelles je serai bref, des sources du Conseil de l'Europe, avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec le protocole numéro 1, le droit des élections libres, avec la Commission de Venise comme outil de vérification, outil d'expertise constitutionnelle. Il y a le droit de l'Union européenne aussi, qui indique que l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, respect des droits de l'homme, y compris le droit des minorités. Tout ceci configure dans un texte international ce patrimoine constitutionnel commun. Enfin, dernière question que j'aborderai ce matin, s'agit-il d'un patrimoine spécifiquement européen? S'agit-il d'un patrimoine occidental? S'agit-il d'un patrimoine universel? On peut se demander si les valeurs dont je viens de parler ont une spécificité européenne. On les retrouve, ces valeurs, dans d'autres États que les États européens. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on trouve dans les textes constitutionnels, dans la pratique politique, ces valeurs également. Et donc, on peut se demander ce que ces valeurs ont de spécifiquement européen. On peut dire que les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne sont pas assujettis à un contrôle international du respect de ces valeurs, ce qui est le cas des États européens. Puisque le mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme, les mécanismes du droit de l'Union assujettissent les États au respect de ces valeurs qui configurent le patrimoine constitutionnel. Mais, vous le savez aussi, les paradigmes de la Constitution, de la démocratie, de la protection des droits de l'homme figurent dans presque tous les textes constitutionnels du monde. Il n'y a aucun texte constitutionnel qui ne reconnaisse pas la démocratie, les droits fondamentaux et la valeur éminente de la Constitution. Bien sûr, ces proclamations ne sont pas toujours efficaces. Elles ne sont pas toujours effectives. Mais elles forment quand même, ces proclamations, une sorte de fond commun, universel, universalisable, que les États affichent, dont ils affichent en tout cas l'intention. Sans doute, cette identité affichée ne doit-elle pas dissimuler les profondes différences qui peuvent exister entre les divers signifiés d'un même signifiant. Il me semble que la spécificité de ce patrimoine constitutionnel, si j'en ai démontré l'existence, réside dans le fait qu'il fait l'objet de contrôles juridictionnels internationaux acceptés par les États. Les États souverains acceptent, en vertu de leur souveraineté, de se soumettre à une appréciation extérieure sur la manière dont ils respectent eux-mêmes les valeurs qui sont l'origine de leur existence politique. Et ceci, me semble-t-il, est une singularité européenne qui existe non seulement dans les mécanismes de la Convention européenne des droits de l'homme, qui existe aussi dans le droit de l'Union, puisque le droit de l'Union comporte, vous le savez, une disposition, l'article 7 du traité sur l'Union, qui prévoit que les institutions de l'Union peuvent vérifier que les États membres ne portent pas atteinte de manière grave et persistante aux valeurs sur lesquelles l'Union européenne est elle-même fondée. C'est donc dans l'existence de ces mécanismes-là qu'à mon sens réside l'originalité de ce patrimoine constitutionnel européen, bien plus que dans son contenu
Je vous remercie.